Dans le Mac de la Santé aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Mohamed Bouclet. Bonjour Mohamed. Bonjour. Vous êtes champion de lecture rapide, ça veut donc dire que vous lisez très très vite. Il fait 744 pages, celui-là, ça vous prendrait combien de temps? Un peu plus de 3 heures. Oh waouh! Et moi, un peu plus de 3 ans. Oui, un peu plus de 3 décennies. Mais vous allez partager des astuces avec nous. Exactement. Restez avec nous. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé. Avant de débuter cette émission, j'aimerais vous remercier puisqu'hier vous étiez encore très nombreux et nombreuses à nous regarder. Et donc tout simplement merci parce que le succès de cette émission, c'est évidemment le vôtre car cette émission, bah oui, c'est aussi la vôtre car nous répondons aux questions que vous nous posez par SMS au 41 555, mais aux questions que vous envoyez également à Rim. Bonjour. Bonjour Jimmy. Et aujourd'hui, vous répondez à la question d'Anna à propos des algues. Et oui, que ça soit les algues nori, wakame, les algues de mer, il y en a énormément et on va voir qu'elles ont des bienfaits, mais que ça sera quand même avec modération. Et on goûtera, bien sûr. Docteur Charlotte Gaspard, bonjour. Bonjour. Après les algues, on va parler des plantes, car de plus en plus de Français utilisent des plantes, mais encore faut-il bien les choisir. Exactement, il ne faut pas oublier qu'une plante, c'est un produit vivant qui a une qualité particulière, qui va dépendre de son origine, de son approvisionnement. Donc l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on va les acheter pour rester en bonne santé. Docteur Odile Bagot, bonjour. Bonjour. On parle de l'herpès, un herpès génital aujourd'hui. Eh oui, c'est un petit virus pas très sympathique qui va se transmettre de manière sexuelle. Pourquoi vous me faites un clin d'œil là comme ça? C'est juste comme ça. Le Mac de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans l'Aude, à quelques kilomètres de Carcassonne, dans une ancienne mine d'or. Alors dit comme ça, on se dit que c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est que cette mine d'or expose au risque d'intoxication à l'arsenic, ce qui inquiète, à juste titre, les habitants de la vallée. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions autour de l'entorse de cheville. À partir de quand faut-il consulter, faire des examens? Est-ce qu'il faut mettre du chaud, du froid, immobiliser les chevilles? Et puis tiens, est-ce que le kiné sert vraiment à quelque chose? Les réponses et explications avec une médecin du sport et un kinésithérapeute. Je vous rappelle que nous sommes en direct, que vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555. Tout de suite, le journal avec Emma Strack. Bonjour Emma, bonjour à tous. Jimmy, bonjour à tous, bonjour à toutes. On se fait souvent l'idée que les cliniques privées roulent sur l'or, mais en fait c'est loin d'être le cas. Ah oui, c'est même tout le contraire selon une étude publiée par la FHP, la Fédération de l'hospitalisation privée qui regroupe les cliniques. Près d'un établissement sur deux était dans le rouge en 2025, notamment des établissements équipés d'un service d'urgence ou de réanimation et donc essentiels pour l'accès aux soins. Autre idée reçue à rebattre, c'est de croire que le salaire dans une clinique est très élevé et largement supérieur à celui de l'hôpital. Ah bah là encore, c'est le contraire. Jusqu'à 32% de moins pour les aides-soignants du privé, d'après cette étude. Résultat, les cliniques ont du mal à garder leurs collaborateurs et certains établissements sont menacés. La FHP demande au gouvernement une loi de financement pluriannuel qui permettrait d'avoir une visibilité sur plusieurs années, ainsi qu'un alignement strict des tarifs entre le public et le privé. Votre cerveau mérite d'être chouchouté, car oui, c'est votre meilleur allié. Et c'est pas notre invité qui dira le contraire, son cerveau l'a sauvé. Et il partage son parcours et ses astuces dans ce livre « Votre cerveau va vous sauver », publié chez Robert Laffont. Alors bien sûr, on l'utilise pour les tâches quotidiennes, bienvenue, marcher ou travailler, mais Mohamed Bouclet va bien plus loin. Et figurez-vous qu'au-delà de lui offrir une mémoire exceptionnelle, son cerveau lui a permis de gagner en confiance en lui et en bonheur de vivre. Et donc cet invité, c'est vous, Mohamed Bouclet, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, dans votre livre, on apprend plein de choses, mais moi j'ai été frappé d'une phrase. Vous dites « J'ai connu une pensée fataliste de mes 6 ans à mes 30 ans. De toute façon, quand je lis, je ne comprends rien et je ne retiens rien. » Vous étiez dyslexique à l'époque. Je suis toujours. Vous évoluez toujours, mais en tout cas, ça a entraîné des difficultés. Mais vous avez su les surmonter. Exactement. C'est que de mes 6 à mes 30 ans, je pensais que le problème venait de moi, que j'avais en moi les difficultés et que c'était mon cerveau le problème. Et au moment où j'ai découvert les méthodes d'apprentissage et surtout j'ai découvert comment mon cerveau fonctionnait, je me suis rendu compte qu'il me manquait uniquement les méthodes. C'est pour ça que je me suis intéressé à ces méthodes. Et aujourd'hui, je parle de notre cerveau et comment on peut utiliser notre cerveau comme un allié. Et il peut nous aider à atteindre tous nos objectifs. Et c'est ce que vous dites dans ce livre, c'est quand même assez fort. Vous racontez une scène particulière où vous montez sur scène justement en disant que votre cerveau vous a sauvé. Comment il vous a sauvé en fait? Il vous a redonné confiance? Il m'a redonné confiance, effectivement. Il m'a sauvé de la timidité, il m'a sauvé de toutes mes croyances limitantes. Il m'a sauvé aussi de la rumination parce que je me répétais tout le temps
80% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Donc, tous les jours, on repense et on ressasse les mêmes choses. Et donc, moi, je ressassais toujours ce que j'avais vécu quand j'étais enfant. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que le Mohamed de 30 ans, c'est pas le Mohamed de 8 ans, ni le Mohamed de 6 ans. Donc, les difficultés que j'avais quand j'étais enfant ne me caractérisent pas toute ma vie. Et apprendre à utiliser son cerveau, c'est ça qui m'a sauvé et qui m'a permis ensuite de monter sur scène, effectivement, et de parler devant 2000 personnes. Et ça passe, cet exercice-là, par des exercices justement très quotidiens. Dans votre livre, vous dites que vous êtes capable de réciter les 100 premières décimales de pi. Vous êtes à combien, Jimmy? Je les ai sous les yeux, Ah donc ouais, non, ça je suis compte pas. à 50 ou 60. Et tout ça sans vous préparer. Donc, est-ce que vous êtes prêt à tenter l'expérience? Oui, je suis prêt, c'est parti. Allez. Voilà. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 7, 5, 1, 0, 5, 8, 2, 0, 9, 7, 4, 9, 4, 4, 5, 9, 2, 3, 0, 7, 8, 8, 1, 6, 4, 0, 6, 2, 8, 6, 2, 0, 8, 9, 9, 8, 6, 2, 8, 0, 3, 4, 8, 2, 5, 3, 4, 2, 1, 1, 7, 0, 6, 7, 9. Incroyable, bravo. dingue, On avait, bravo. nous, sur notre fiche, évidemment, les 100 premières décimales, puisqu'à l'écran, on n'en affichait qu'une trentaine, ce D'accord. qui est déjà très bien. Vous les avez toutes eues, bravo. Mais, Mais c'est quoi la méthode pour arriver à ça? alors, il y a beaucoup de méthodes. Il y a des méthodes où on va utiliser l'association, l'imagination. Moi, ce que je fais, c'est que je me raconte une histoire. Quand je parle là, j'ai une histoire en tête et chaque chiffre représente un mot. Et je vois ces mots et cette histoire et je les ai placés dans un palais. C'est quoi le début de l'histoire, justement? Je sais pas, pour les 10 premiers chiffres. Alors, 3, 1, 4, 1, 5. En vrai, pour faire simple pour les personnes qui sont là, le 1 représente le L. En vrai, l'histoire, c'est quoi? C'est moi qui suis à Rome devant un tableau. Et en vrai, Rome représente pour moi 14, le tableau représente le 15, et c'est comme ça que je le fais. Ah oui, donc c'est une histoire Extraordinaire. personnelle Oui. qu'on s'invente et qu'on se crée, qui permet de mémoriser un truc qui paraît totalement abstrait. Je rends concret ce qui est abstrait. Les chiffres sont abstraits et l'histoire est concrète. Et donc, c'est comme ça que je le fais. Alors, vous avez décroché 2 fois le titre de vice-champion du monde de lecture rapide. Bravo, parce que Ouais. c'est hyper impressionnant. Et dans votre livre, vous suggérez justement des petites actions pour remettre un peu notre cerveau en mouvement. Et ça commence tout simplement par lire 3 pages. Tout simple, Effectivement. juste ça, parce que souvent on se dit, oh là là, j'aime pas lire, ou les enfants n'aiment pas lire, les petits-enfants, mais juste 3 pages, c'est un bon début. Effectivement, le but, c'est de stimuler son cerveau, faire des choses nouvelles. Et parmi les choses, effectivement, la lecture, ne serait-ce que 3 pages tous les jours, 5 minutes, lire seul, lire en famille, lire avec nos enfants, peuvent stimuler notre cerveau et surtout, c'est créer des nouveaux chemins neuronaux. Moi, j'ai une question, c'est quelle est la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Ah ouais. Vertige, cette question. Ok, je Ah peux ouais, pas c'est vrai, répondre ça à fait tout de très suite. longtemps. Ouais. Ou c'est quand la dernière fois qu'on a appris quelque chose de par cœur? Souvent, voilà, des personnes qui nous écoutent peuvent se poser cette question. C'est quand la dernière fois que j'ai appris un numéro de téléphone par cœur? Des actions simples qu'on peut faire au quotidien. Apprendre un numéro de téléphone, aller à un endroit en regardant l'adresse et le chemin juste avant de partir de chez soi et y aller tout seul. Ou y aller une première fois avec un GPS et revenir sans GPS. Toutes ces petites choses-là vont nous permettre de stimuler notre cerveau et créer des chemins neuronaux qui nous permettent à notre cerveau de rester actif. Changer de main pour se brosser les dents. Ça, je vous le dis, je vais essayer dès ce soir. Moi, pour gagner du temps, quelquefois, je fais 2 choses à la fois. J'appelle ça le temps masqué. J'adore cette technique. Vous en dites quoi? Alors, moi, ce que je conseille, surtout pour l'apprentissage et la lecture, il faut être monotâche. Notre cerveau est incapable de faire plusieurs choses en même temps. Et c'est ce qui fait qu'après, on a une saturation. Et donc, j'invite les gens à être monotâches. Et du coup, on est dédié et ça nous permet d'être plus performants? Exactement. Surtout lorsqu'on est sur de la lecture, de l'apprentissage. On a tous envoyé ce mail sans la pièce jointe. Pourquoi? Parce qu'au moment où on envoie le mail, on est en train de répondre au téléphone ou à faire autre chose. Et beaucoup de gens me disent, j'ai du mal à lire. Mais c'est lorsqu'ils lisent, ils ont leur téléphone à côté. Donc, ils sont à la fois en train de répondre aux messages, à la fois en train de lire. Et donc, forcément, après, ils n'y arrivent pas. On est rentré dans l'ère de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y voyez un risque, vous, pour notre intelligence bien humaine, à nos usages? Alors, ce n'est pas un risque à notre intelligence. Il faut utiliser l'intelligence artificielle comme un appui, une aide. Et aujourd'hui, on délègue trop notre cerveau à l'intelligence artificielle. Il y a 3 jours, je parlais avec un ami. Il me dit, je suis plus capable de faire un seul mail tout seul. Il ne peut plus faire de mail parce qu'il utilise l'IA pour le faire. Et aujourd'hui, on ne sait plus être confronté à la feuille blanche, on ne sait plus être confronté à quelque chose de nouveau, on ne sait plus partir de zéro. On a toujours besoin de l'intelligence artificielle pour certaines personnes. Et moi, ce que j'invite à faire, c'est reprendre le contrôle de nos actions, passer par notre cerveau. Notre cerveau est capable de faire des choses et utiliser l'IA, effectivement,
mais comme un appui, comme une aide, et non pas comme quelque chose qui nous supprime et supprime notre cerveau. Vous prenez l'exemple qui est très intéressant de l'écriture de son CV, on est tous passés par là, et qu'en fait, faire cette tâche nous-mêmes, ça nous permet aussi de faire mieux connaissance avec nous. C'est très intéressant. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Mohamed Bouclet. Bravo pour votre parcours. Je rappelle le titre de votre livre qu'on recommande à nos téléspectateurs. Votre cerveau va vous sauver. C'est publié aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. On vous le répète souvent, oui, il n'y a pas d'âge pour faire du sport et pour se lancer des défis. Aujourd'hui, rencontre avec Jacqueline, 76 ans, spécialiste du bowling. Elle a remporté la plupart des grandes compétitions dans sa catégorie. Décidément, c'est le journal des champions aujourd'hui. Et pour Jacqueline, la consécration, c'est un titre de championne du monde senior. Le bowling l'a aussi aidé à traverser des épreuves. Regardez ce reportage de Caroline Dieudonné, Christian Gallet et Julie Legros. C'était en octobre dernier. Aux États-Unis, Jacqueline Faure est devenue championne du monde de bowling catégorie senior. À 76 ans, elle affiche un palmarès impressionnant. Alors là, vous avez 3 médailles où je suis championne de France. Là, vous avez les médailles européennes. Et ici, les médailles mondiales. Oh, ma médaille d'or au championnat du monde, c'est la plus belle. Pour moi, c'est l'apothéose de ma carrière. Même à mon âge, on peut encore. Un parcours qui a commencé dans les années 70. Jacqueline conserve tous ses souvenirs, comme ce jour où elle a battu un record. Ça, c'est quand j'ai fait 300. 300, ça fait 12 strikes d'affilée. On ne peut pas faire plus. Une passion qui l'accompagne même dans les moments les plus éprouvants, comme en 2011, lorsqu'elle devient vice-championne de France, alors qu'elle lutte contre un cancer du sein. Celle-là, c'est une médaille d'argent juste après l'opération. Voilà, celle-là, c'est quelque chose. À l'époque, son chirurgien l'encourage à continuer le sport. Quand on m'a dit qu'il fallait que je fasse la chimio, on m'a averti que mes ongles risquaient de s'abîmer. Et la première des choses que j'ai dit pas les ongles, sinon je ne pourrais pas jouer. Et donc on m'a mis les mains dans la glace pour pas que mes ongles s'abîment. Et donc j'ai joué, j'ai perdu mes cheveux, j'ai joué au milieu des gens complètement chauve. Je me suis battue pour vaincre la douleur, pour vaincre... Voilà, je me suis battue, mais c'est le bowling qui m'a aidée à me sortir de là. Tous les jeudis, la championne s'entraîne à Tarbes, en famille. Un amour du jeu et un sens de la compétition qu'elle a transmis à ses proches. Tu devrais jouer plus fort. C'est une battante. Voilà. C'est la hargne et c'est une grande battante. Elle n'aime pas perdre. Pour gagner, la retraitée compte aussi sur le soutien de son mari Jean-Charles, rencontré sur les pistes de bowling et devenu son coach. Elle est très très forte, sinon elle ne serait pas championne du monde. Mais à près de 80 ans, les deux joueurs ont dû faire quelques ajustements dans leur pratique sportive. J'essaye de plier un peu, mais à mon âge, c'est compliqué. Mais bon, j'essaye. On doit s'adapter à notre âge qui avance petit à petit. On doit diminuer le poids qu'on lance, ce qui fait qu'on perd un peu d'efficacité. Jacqueline se prépare déjà pour ses futures compétitions. Un élan qui pourrait la mener au prochain championnat du monde en 2027. Belle inspiration, merci Jacqueline. Moi, ça m'a donné directement envie de faire une petite partie. C'est vrai, ça a l'air plutôt sympa. Vous êtes forte au bowling? Nul, mais j'avais un nom de famille prédestiné. J'ai entendu beaucoup de blagues, strike. Ah. Mais j'en mettais pas beaucoup, par contre. Voilà, ce sera tout pour mon témoignage bowling. Non, mais vous avez raison. Ça veut dire faire un bowling un jour? Comment? On fait un bowling un jour? Avec plaisir. Très bien. On continue le journal et on le termine. On vous racontera. On termine ce journal avec l'hommage d'un peuple. Non pas un homme ou une femme, mais un rat, Magawa. Oui, ça se passe au Cambodge où on vient d'inaugurer une statue pour célébrer ce héros national, un rat donc originaire de Tanzanie. Il avait été dressé pour détecter les mines et les explosifs. Il en avait trouvé une centaine d'ailleurs et donc il avait sauvé la vie de nombreuses personnes. Et tout ça grâce à son odorat très développé. Oui, Magawa était entraîné à reconnaître un élément chimique contenu dans les explosifs, donc il pouvait indiquer la position des mines, mais sans risquer d'exploser parce qu'il était très léger. C'est ça son incroyable talent aussi. Et comme récompense, il recevait des bananes et des cacahuètes, ses repas préférés. Magawa, c'est pas mal, est mort en 2022, mais donc la population se souvient. Et si vous avez peur des rats, ce qui concerne pas mal de monde, je crois, ça vous donnera peut-être l'occasion de vous réconcilier avec ces petites bêtes. Oui, après Ratatouille, Magawa. Bah oui, vous savez qu'on appelle la phobie des rats? Non. Bah moi non plus. Merci beaucoup Emma.
Et à bientôt au bowling. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions autour des entorses de la cheville. Et nous serons avec une médecin du sport et un kinésithérapeute. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons près de Carcassonne, où une ancienne mine d'or inquiète les riverains. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser des plantes au quotidien, mais comment bien les choisir et où faut-il les acheter? C'est la chronique du docteur Charlotte Gaspard. Qu'est-ce que l'herpès génital? Comment est-ce que ça se traite? Et puis comment éviter les récidives? C'est la chronique du docteur Odile Bagot. Nous répondrons à la question d'Anna, une téléspectatrice qui aimerait connaître les bienfaits des algues. Parce que oui, c'est peut-être bon en bouche, mais quelles vertus on peut en avoir sur notre santé et quels sont les potentiels risques? C'est Rim qui lui répond. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver nos chroniqueurs. Rim, Charlotte Gaspard, Odile Bagot, très content de vous retrouver. Alors on me souffle dans l'oreillette que la peur des rats, ça s'appelle la musophobie. On dit ratophobie, mais bon. Ouais, ratophobie, c'était trop simple. C'est comme pour les Italiens, on met un O et ça se transforme, voilà, le gâteau, bref. Charlotte Gaspard, depuis quelques années, il y a une vraie tendance, un engouement aux remèdes dits naturels et donc les Français se tournent de plus en plus vers les plantes. Mais qui dit plante ne veut pas dire sans danger. L'idée, c'est de choisir la bonne plante au bon endroit. Parce que c'est difficile de s'y retrouver, l'offre est assez pléthorique. Exactement, une plante, ce n'est pas un produit anodin. En fait, sa qualité, elle va dépendre de son origine, de son approvisionnement, de son circuit de distribution. Et donc, on peut, si on s'y prend mal, provoquer des problèmes de santé en consommant des plantes de mauvaise qualité. Notamment si elles sont contaminées par des métaux lourds ou si elles ont été mal conservées. Donc là, l'idée, c'est de se dire qu'on veut éviter des troubles digestifs, des troubles dermatologiques. Donc, comment est-ce qu'on fait pour bien s'approvisionner? Premier conseil tout simple, c'est comme en alimentation, quand on achète un produit, il faut regarder le dos de l'étiquette. Eh bien oui, et le premier filtre, c'est le label. On connaît tous le logo AB, agriculture biologique. Et ça, c'est une garantie européenne. Ça nous certifie que ça a été cultivé sans pesticides chimiques ni OGM. Et donc, c'est une base essentielle pour choisir ces produits. Alors, il y a d'autres labels également. Exactement. Et ces autres labels, c'est si vous êtes un peu plus habitué à cultiver vos plantes et si à la maison, vous aimez faire vos propres remèdes, notamment si vous cultivez pour faire tout simplement vos tisanes, quand vous faites sécher vos feuilles à la maison, lorsque vous achetez une plante, eh bien, vous pouvez regarder le label rouge, plante bleue, fleur de France. Ce sont des labels qui garantissent l'origine française et puis souvent des cultivations avec une productivité de bonne qualité. On fait attention à la consommation d'eau, etc., etc. Donc ça, c'est le premier conseil, les labels. Le deuxième, c'est bien choisir où on achète. Alors, on est à la pharmacie ou sur Internet. Exactement. C'est un point crucial, l'approvisionnement. Parce que en France, le circuit du médicament, c'est le plus sécuritaire du monde. En fait, on sait que lorsqu'on achète un médicament en France, c'est vraiment très, très protégé. Mais la plante n'est pas un médicament. Elle a souvent le statut de complément alimentaire. Et donc, il faut s'assurer que les laboratoires aient une éthique rigoureuse. Et donc, le meilleur endroit pour moi pour acheter ces compléments alimentaires et donc ces produits à base de plantes, ça reste la pharmacie. Parce qu'en pharmacie, on a vraiment un conseil de qualité. On est sûr que la traçabilité est vraiment idéale. Et puis, il y a des herboristeries qui ont pignon sur rue, qui sont très contrôlées, notamment par la répression des fraudes, et qui, en général, s'approvisionnent auprès de producteurs locaux. Donc, on peut aussi leur faire confiance. Alors, je plaide coupable, mais j'ai déjà acheté des plantes sur Internet. Mais il faut être vigilant. Et oui, parce que c'est très risqué. Et pour cause, l'OMS dit que 50% des médicaments qu'on achète sur Internet sont falsifiés. Donc, imaginez pour les produits à base de plantes qui sont encore moins contrôlés, à quel point on peut vraiment se faire avoir. Donc là, l'idée, c'est que on a un logo qui apparaît quand on est sur un site Internet, qui est cliqué pour vérifier la légalité de ce site, qui est commun à l'Union européenne. Et donc ça permet en fait d'être sûr que le site Internet sur lequel on achète est rattaché à une pharmacie physique ou à une herboristerie qui existe véritablement. Parce que quand on achète des produits comme ça, ils peuvent être falsifiés. Donc soit les substances sont trop importantes, soit les principes actifs sont inexistants. Il peut même y avoir des métaux lourds et des substances dangereuses à l'intérieur. Donc on recherche ce sigle, ce petit sigle sur lequel on clique. Et puis il y a d'autres outils intéressants qui peuvent nous aider à faire les bons choix. Oui, moi j'aimerais vous parler d'une initiative que je salue, c'est le Green Impact Index. Alors c'est lancé sous l'égide de l'AFNOR, qui est vérifié aussi par EcoCert. C'est un outil qui a été monté par un consortium de plusieurs industriels et qui va
permettre de savoir si notre produit a été bien sourcé. Ça ne va pas uniquement nous dire si la plante qui en est issue est biologique ou issue du circuit de l'agriculture biologique, mais ça va nous dire si tout le cycle de vie du complément alimentaire est respectueux et de l'environnement et sur un plan social. Et notamment, on va jusqu'à voir si au niveau production locale, ça respecte le paysan. Et donc c'est assez simple, concrètement, c'est comme le Nutri-Score, qu'on connaît un peu mieux. Et donc, c'est une notation qui va de A jusqu'à E. Donc, sur le packaging de certains produits, alors c'est en train de se mettre en place. Ce n'est pas encore disponible sur tous les compléments alimentaires. Mais vous allez avoir un QR code qu'il est facile donc juste de scanner. Et là, vous allez voir apparaître ce qui se passe lorsqu'on le fait sur son téléphone. Eh bien, ça nous donne le Green Impact Index. Donc là, on a un produit de bonne qualité puisqu'il a un score qui est de A. Et donc ça permet de choisir en conscience un peu plus écologique et durable, eh bien, ces compléments alimentaires ou ces plantes. Très bien qu'on l'affiche directement plutôt que de sortir le téléphone et le QR code, mais c'est déjà une première initiative, c'est une première étape. Alors pour résumer, il y a donc 3 règles d'or à respecter lorsqu'on souhaite acheter des plantes. Eh bien oui, la première chose, c'est de lire les labels. On privilégie l'agriculture biologique, le label rouge ou la plante bleue, comme on a dit tout à l'heure. On privilégie l'officine, parce que la sécurité et la qualité des médicaments passent par leur traçabilité et par le conseil du pharmacien. Et puis on se méfie des sites internet qui sont anonymes. On fait bien attention qu'ils soient rattachés à une pharmacie physique. Et on exige la transparence. Là, dans un monde où on essaye d'avancer vers une santé plus durable, eh bien, on peut se servir des outils comme le Green Impact Index. Eh bien, merci de tous ces conseils. Et tout de suite, on retrouve Odile Bagot qui nous parle d'herpès génital. Avant ça, nous avons reçu la question de Naïm qui nous demande si c'est si grave qu'une cheville reste gonflée longtemps après une entorse. Eh bien, nous y répondrons dans quelques instants dans notre dossier du jour consacré à l'entorse de cheville. Odile, on va parler d'herpès génital, car l'herpès génital, on voit globalement ce que c'est, on comprend que c'est un virus qui va toucher les parties génitales, mais on a besoin d'explications et nous rappeler déjà d'où vient ce virus et comment on le contracte. Les herpès, c'est une grande famille. Vous allez y retrouver l'herpès, par exemple, virus du zona, ou bien de la mononucléose, ou encore de la varicelle, ça vous connaissez. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'herpès virus simplex. Et là, il y en a 2 sortes. Il y a l'herpès virus simplex type 1. C'est celui-ci, vous voyez le bouton de fièvre que vous connaissez. Et puis, on a un autre herpès de la même famille, qui est le type 2, qui est l'herpès génital. L'autre, c'était l'herpès buccal. Et l'herpès génital, eh ben, il va se mettre sur les parties génitales, sur la verge chez l'homme, sur la vulve ou même sur la fesse, parfois chez la femme. Et cet herpès, eh ben, il touche quand même 15% de la population. Mais il faut savoir que quand on prélève ici, eh ben, parfois on identifie un herpès de type buccal. Je ne vous fais pas de dessin. On comprend donc qu'on attrape ça notamment par les relations sexuellement transmissibles. Ça s'attrape effectivement par les relations sexuellement transmissibles, par les relations sexuelles. Où j'aimerais bien avoir ma prochaine image qui va pas tarder. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez un petit herpès là qui est en train de tirer justement cette contamination par l'herpès virus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'herpès virus, il va se transmettre souvent de manière silencieuse. C'est pour ça qu'il est masqué, notre virus. Parce que celui qui porte l'herpès, il ne va pas forcément avoir des symptômes. Ça peut être dans les sécrétions vaginales ou bien dans le sperme, par exemple, ou juste sur la peau. Et celui qui va être infecté, il ne va pas forcément faire tout de suite une lésion. Ça peut être tout à fait silencieux. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a été infecté par ce virus, eh bien, il va se mettre dans un ganglion. Et là, il va rester en fait toute la vie. Et dans certaines circonstances, eh bien, il va se réveiller et il va de nouveau donner des lésions. C'est ce qu'on appelle la récurrence. Et les herpès génitales, ça donne une éruption assez douloureuse, très inconfortable, précédée de certains symptômes. Oui, on sent venir en fait sa poussée d'herpès. D'abord, ça va être toujours au même endroit. Et donc, d'abord, la patiente sent un petit chatouillement, ça devient douloureux. Puis, il va se former une cloque. Cette cloque va s'ouvrir très vite, on la voit rarement, et puis ça va laisser la place à une plaie, à une ulcération. Elle est vraiment douloureuse. Et ensuite, il faut quand même une dizaine de jours pour que ça guérisse. Alors, pourquoi certaines personnes ont tendance à faire des récurrences à herpès et d'autres jamais? Alors, la récurrence, en fait, elle va venir quand vous baissez vos défenses, vos barrières immunitaires, du stress, de la fatigue, parfois avant les règles. Il y a des femmes qui font ça régulièrement avant les règles. Et ensuite, la récurrence, sa fréquence va dépendre des individus. Vous pouvez ne plus en faire pendant des années et puis parfois en faire tous les ans. Sauf que quand ça arrive... Tous les mois, pardon. Oui. Sauf que quand ça arrive, il faut forcément la traiter correctement. Vous avez plein d'astuces à nous donner. Alors déjà, les petits conseils, évidemment, on va s'abstenir de rapports sexuels, on va utiliser un préservatif. Enfin, vu que c'est douloureux, on n'a pas fera très envie de de faire des folies de son corps à ce moment-là.
On va éviter évidemment les vêtements qui frottent. Et puis pour la toilette, on va utiliser un savon gynécologique doux. On va plutôt faire sa toilette avec la main. On évite de prendre un gant de toilette pour que ça ne se mette pas dedans, puis c'est quand même plus rugueux. On va bien rincer. On va sécher en tamponnant avec une serviette qui va ne servir évidemment qu'à cela. On va aussi mettre après une pommade pour cicatriser. Pas la peine d'acheter une pommade antivirale, ça n'a pas montré son efficacité, mais quand même pour protéger. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'il va falloir bien se laver les mains après. Parce que si vous transportez votre herpès génital ou même buccal au niveau de l'œil, ça peut donner ce qu'on appelle une kératite, c'est-à-dire une infection très très grave de l'œil. Et l'herpès génital se traite également avec des médicaments sur prescription. Alors, on a des médicaments. Le médicament, c'est le valacyclovir qu'on a ici. Le traitement de la récurrence, c'est 2 comprimés par jour pendant 5 jours. Comme on sent venir cette poussée, il faut toujours avoir un traitement d'avance chez soi et en plus avoir une ordonnance à renouveler pour pouvoir traiter plus rapidement. Ça ne va pas vous débarrasser malheureusement de votre herpès à vie, mais ça va permettre de raccourcir l'évolution, donc on va guérir plus vite et ça diminue aussi les récurrences. Quand on fait des herpès plus de 6 fois par an, à ce moment-là, on peut vous proposer un traitement de fond, c'est-à-dire qu'on va prendre un comprimé de valacyclovir tous les jours pendant 6 mois. On a dit que c'était donc une infection sexuellement transmissible et pour s'en protéger, préservatif. Il n'y a pas 36 000 manières de faire, c'est effectivement le préservatif. Il est aussi utile de demander, quand on a un nouveau partenaire, s'il a déjà fait de l'herpès, parce qu'il n'a pas forcément une lésion à ce moment-là. Donc à ce moment-là, on se protège quand même. Et donc, comme je vous le disais, on est très méfiant parce qu'il progresse de manière masquée, notre virus. Merci beaucoup, Odile, de toutes ces explications. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction l'Aude. À quelques kilomètres de Carcassonne, une vallée abritant une ancienne mine d'or laisse derrière elle un héritage toxique, une contamination à l'arsenic. Un risque sanitaire qui inquiète les riverains. Voyez ce reportage de Géraldine Zamanski, Julie Ledru, Denis Moreau. C'est l'histoire d'une vallée somptueuse, à l'histoire prestigieuse, mais dont l'air, la terre et l'eau sont gravement pollués. Nous sommes dans la vallée de l'Orbiel, au niveau de l'Astour. C'est juste vraiment à partir d'ici qu'on pourra vraiment parler de zones où il y a de la pollution et notamment de l'arsenic. Donc là, c'est des conseils, c'est ne pas aller dans l'eau et éviter d'y aller, surtout ne pas la boire. Ensuite, en ce qui concerne donc, les poussières, les sédiments, ça c'est quelque chose qu'il faut éviter de toucher. Ce danger, Philippe Bérat, chimiste, le traque depuis des années. Des années de prélèvement, d'analyse, pour démasquer un redoutable ennemi capable de s'attaquer au cœur de nos cellules. L'arsenic n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur. C'est un élément très toxique dans l'ADN, donc du coup, il peut y avoir aussi des modifications jusqu'à des cancers qui peuvent être à l'origine dues à la présence de l'arsenic. Cette menace est née d'un trésor. La plus grande mine d'or d'Europe était active jusqu'en 2004, ici, à Salsigne, à quelques kilomètres de l'Astour. Mais à côté du métal précieux, ces terres contenaient aussi de l'arsenic, beaucoup plus d'arsenic. Soit, au fil des décennies, des centaines de milliers de tonnes de déchets toxiques transformés en collines artificielles autour du site, sans protection. Alors à chaque pluie, le poison est entraîné vers les rivières. Une pollution massive lors des inondations exceptionnelles d'octobre 2018. En 2018, à 5h30 du matin, l'eau est arrivée avec une telle violence qu'elle a tout recouvert et elle a déposé les sédiments. Max Breil est alors maire de l'Astour. Il fait appel à l'équipe de Philippe Bérat qui vient quelques mois plus tard mesurer l'arsenic resté dans la cour de l'école. La première analyse qui est faite contre le ruisseau a un taux un petit peu plus élevé que la normale. Et plus on se déplace, plus on va vers le côté montagne de la cour. Et plus on se trouve avec des taux élevés, notamment sous le cabanon en plastique où les enfants jouaient. Donc on ferme la cour de l'école immédiatement. Le site est alors décontaminé. Mais face à l'inquiétude des familles, les autorités sanitaires organisent un suivi de l'arsenic dans les urines des enfants de la vallée jusqu'en 2022. Avec, pour les filles de Cécile Schmitt, des quantités 4 à 5 fois supérieures à la norme. Mes 2 filles avaient 5 et 7 ans.
Donc vraiment toute petite, en plein développement. Donc à chaque fois qu'il y avait un retour d'analyse, c'était en fait les montagnes russes en termes de choc émotionnel. C'était encore une fois de voir que les taux étaient élevés, qui font partir dans des états de stress terribles. Et son stress n'est pas apaisé par son médecin qui lui demande d'être très vigilante. Au moindre bobo qui est hors maladie infantile, des taches sur la peau ou au niveau gastro, vous venez et on lance la machine lourde en termes de prospection, de recherche et on axe sur les taux d'arsenic et les taux de métaux lourds dans le corps de vos filles. Pour l'instant, ces filles vont bien, mais la famille vit avec cette menace permanente. Cette peur, Max Breil la connaît bien, car il a travaillé dans la mine avant sa fermeture. L'arsenic qu'il a respiré a déjà percé sa cloison nasale et il craint d'autres conséquences. Malheureusement, j'ai trop de connaissances qui sont morts prématurément, surtout des travailleurs. Il faudrait une fiche de suivi des pathologies qui peuvent se déclarer. Des cancers, par exemple, du poumon, de l'estomac, des intestins, des problèmes cardiaques. C'est quelque chose qui déjà serait un premier pas qui permettrait d'avoir toute une chronologie et un suivi de tout cela. Ce registre n'existe toujours pas et la contamination aux métaux lourds se poursuit. Car les travaux engagés par l'État ne permettent pas encore de sécuriser le site et d'empêcher l'arsenic de s'échapper dans la vallée. Et tout de suite, Céline qui répond à toutes vos questions. Et la question d'Anna aujourd'hui qui nous dit: manger des algues est-il bon pour la santé? Comment les consommer? Alors c'est vrai qu'elles sont assez à la mode en ce moment. On les trouve que ça soit dans les magasins ou même dans les restaurants. Et on les trouve sous différentes formes. Ce sont des algues brunes, vertes ou rouges. Donc là, on vous a fait une petite sélection. On a par exemple les algues nori. Ce sont les feuilles qu'on utilise pour les sushis et les makis notamment. Le wakame qu'on peut consommer en salade ou en soupe. Il y a aussi la dulce qui a un goût légèrement fumé. La laitue de mer qui fait partie des algues vertes, mais aussi... Alors, et vous, laquelle? Est-ce que vous avez une petite préférée? Moi, c'est les algues nori, parce que mes enfants, ils appellent ça les chips du Japon. Ah oui. Donc, ils se disent que voilà, il y a un côté poétique. Moi, j'adore les wakame. Donc, je vois qu'il y en a là, je suis trop Parfait, contente. on va déguster. Odile, vous avez une préférence? Moi, je les aime bien autour des sushis. Ah bah oui, c'est ça que c'est Comme bon, ça, ça. une bouchée et c'est mangé. Pardon, on les consomme comment, justement, de différentes façons? Donc elles peuvent être fraîches, elles peuvent être également séchées ou déshydratées. On peut également les saupoudrer donc dans les soupes et les salades. Et on trouve aussi des tartares d'algues. Alors si on les fait cuire, le mieux c'est une cuisson pas trop forte, à moins de 100 degrés pour garder tous les bienfaits. Et les amateurs les apprécient pour leur goût iodé et aussi ce qu'on appelle au Japon, vous savez, le goût umami, ce petit goût en plus voilà, dans les recettes. Donc je vous ai prévu plein d'algues, on va pas toutes pouvoir les goûter, mais je vous ai déjà... Ça c'est quoi celui-là? Alors ça c'est quand même vos enfants, des petites chips les algues d'algues. nori. Oui, allez-y. Ah, c'est très bon, hein. Ça se mange tout seul. Oui, vous On peut y aller. et vous avez le wakame Nous, on a de le votre wakame. côté. Alors j'ai une version qui est très très salée, hein, quand même là. Hein. Ah. Mais elle est plutôt pas mal. Odile, bon appétit. Charlotte aussi. Moi, j'adore. On est bien au magazine de la santé. Hein. Regardez, on fait une petite chronique sur les algues. J'aime bien faire de l'accueil comme ça. Voilà. Parce que ça a des vertus plaisir. notamment pour la santé. Oui, d'un point de vue nutritionnel, c'est vraiment intéressant. Selon Coralie Costi, qui est diététicienne nutritionniste, donc elle m'a cité la richesse en minéraux, notamment en iode, en fer, en calcium. C'est riche en vitamine B et C. C'est également source de fibres et on sait qu'on n'en mange pas assez. Également source de protéines végétales. Alors, ça ne va pas remplacer les protéines, mais ça peut faire un habile complément, on va dire. Et enfin, elles sont faibles en calories. Donc, pour une salade, par exemple, c'est très, très bien. En revanche, on recommande de ne pas dépasser 5 à 10 grammes par jour d'algues séchées. Ça fait un petit peu plus quand elles sont hydratées. Mais voilà, on reste sur des portions raisonnables. Quelques points de vigilance néanmoins, parce que c'est certes bon pour la santé, mais il y a quelques limites et précautions d'usage. Oui, selon l'ANSES, donc trop consommer d'algues, ça peut entraîner plusieurs dysfonctionnements possibles sur la thyroïde, au niveau cardiaque et au niveau rénal. Donc, ils sont assez prudents et ils ne recommandent pas les algues pour les personnes donc souffrant d'un dysfonctionnement thyroïdien.
d'insuffisance rénale, de pathologie cardiaque, également pour les femmes enceintes sans avis médical. Et alors l'autre point de vigilance, il nous concerne tous, c'est bien, vous en parliez tout à l'heure Charlotte, ce sont les métaux lourds, notamment celui dont on parle pas mal, le cadmium et le mercure. Donc le conseil, c'est attention à l'origine de vos algues, vérifiez bien qu'elles viennent d'un circuit contrôlé. Il y a beaucoup de production en Bretagne, donc soutenons nos producteurs locaux. Et bio, c'est encore mieux. Voilà. Et l'idéal, c'est de varier les types d'algues. Bah, c'est pas mal, franchement. C'est pas mal. Moi, je vais goûter celle-ci, la chiche. Moi, je ne les ai pas goûtées, celle-là. Ne gardez pas juste pour, c'est pour nous, je ça. suis une mauvaise hôtesse. Merci Rime de toutes ces précisions et merci pour les algues. Comment on fait pour vous envoyer les prochaines questions? Donc c'est rime@allodocteur.fr et sur WhatsApp 06 58 75 04 71. J'ai les algues plein les dents. Je crois que ça marche pas mal. Vous aimez bien les Oui, chiches, ça hein. va très bien, on les garde. L'apéro, ça va être sympa. Oh, les apéros avec les algues Bon dorées. appétit. Bah oui. Quelle tristesse. C'est le Mac de la santé. C'est le Mac de la santé, c'est comme ça. On passe à notre dossier du jour. Chaque jour, 6 000 personnes consultent pour une entorse de la cheville en France. Une blessure qui peut sembler banale et pourtant, si on la néglige, il y a un risque important de récidive et de complications, notamment d'arthrose. On en parle avec une médecin du sport et un kinésithérapeute. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Victoria Tchaikovsky, médecin du sport. Bonjour. Bonjour, Julie, merci. Et nous sommes ravis d'accueillir Flavio Bonnet, kinésithérapeute. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. On le disait en préambule, c'est hyper fréquent l'entorse de cheville. Est-ce que vous avez déjà foulé la cheville autour de largement, Odile? bien sûr. En randonnée dans les Vosges, hein. Un petit caillou et hop. Mais on travaille la proprioception comme ça. Alors, on va y revenir dans quelques instants. Charlotte? Oui, ça m'est arrivé aussi enceinte et j'ai eu du mal à récupérer. Donc peut-être que vous allez nous expliquer Ouais, une fois, j'ai trop dansé et j'avais mal après. Ah ouais. Moi, j'ai un mauvais souvenir de Fort Boyard où je me suis pété la cheville. Oh là là, c'est cool Fort Boyard, hein, mais c'est vraiment très dangereux. Message à tous ceux qui veulent le faire l'année prochaine. Charlotte disait quelque chose d'intéressant. Enceinte, elle a plus eu de mal à récupérer. Est-ce qu'il y a un facteur lié aux hormones? Oui, en fait, il y a une laxité ligamentaire qui est accentuée avec les hormones et on a plus de risques d'entorse de cheville. Et notamment, si on a eu des antécédents, c'est là que ça peut se décompenser et la cheville peut devenir instable. Donc attention. Est-ce que les enfants font des entorses de cheville? J'ai l'impression que c'est un truc qu'on a un peu plus devant l'adulte, Flavio. Alors, ça peut arriver, mais on en voit plus rarement. C'est vrai, par contre, il faut faire attention au cartilage de croissance, parce que les os ne sont pas complètement formés chez les jeunes enfants. Donc, il faut faire attention aux atteintes à ce niveau-là. Ça veut dire qu'ils peuvent ne pas avoir d'entorse, mais se fracturer finalement l'os. Exactement. Donc, ça peut être encore plus embêtant. Rime, vous avez une question? Oui, c'est quoi la différence entre une entorse et une foulure? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Entorse, c'est un terme un peu plus médical et foulure, c'est un terme général pour dire qu'on s'est fait mal à la cheville. Mais c'est finalement la même chose. D'accord. Qui désigne tout simplement l'atteinte des ligaments. Et on va vous parler de l'entorse de cheville, notamment externe. En fait, donc on a l'articulation de la cheville qui est stabilisée et mobile grâce à des ligaments. Les ligaments latéraux, notamment externes, sont ceux dont on va parler avec l'entorse externe la plus fréquente. On a un ligament ici qu'on appelle le talofibulaire qui va, au cours d'une entorse, se distendre un peu à la manière d'un chewing-gum. Plus un ligament est distendu, plus l'entorse est grave. Et si le mouvement de torsion est très important, le risque, c'est la rupture complète du ligament. Et dans ces cas-là, on parle d'entorse grave. Mais quand on se tord la cheville au quotidien, on marche, on court, la cheville se tord. On est capable de dire si l'entorse est grave ou pas? Comment est-ce qu'on sait, nous, s'il faut vraiment faire quelque chose? Oui, parce qu'il y a des gens qui ont une cheville instable et qui vont faire des petites entorses sans vraiment rompre les ligaments. Puis des fois, il y a un gros craquement, il y a une douleur très intense. Quelques heures après, ça gonfle, on n'arrive plus à poser le pied. Là, il faut suspecter une rupture de ligament. Donc quand l'entorse, on entend un craquement, que l'œdème est très important, on se dit, OK, on comprend que c'est grave, mais est-ce qu'il peut y avoir des petites entorses qui ne semblent pas graves et qui finalement le sont? Est-ce que nous, on est capable, si c'est pas très très grave, de se dire on peut patienter? Oui, effectivement, si le lendemain ça s'aggrave, la cheville se raidit, qu'il y a un hématome qui apparaît, parce que des fois c'est très différé, faut quand même aller consulter le lendemain parce qu'il faudra peut-être faire une radio, une échographie. C'est Naïm qui nous posait cette question. Est-ce que c'est grave si la cheville reste gonflée longtemps? Pendant combien de temps on peut avoir un œdème au niveau de la cheville? Ça peut durer plusieurs semaines à plusieurs mois après une entorse en fonction de la gravité. Donc tout œdème est quand même synonyme qu'il s'est passé quelque chose, il faut aller consulter. Parce qu'on va en parler, il faut toujours un traitement pour une entorse. Alors justement, on va parler des traitements, mais d'abord un mot des examens. On doit faire des radios quand on fait une entorse? Si on suspecte une fracture ou un arrachement, on peut faire une radio le jour même aux urgences. Si on arrive à poser le pied, on peut aller consulter son médecin dans la semaine. Alors ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que quand on fait une entorse, comment est-ce qu'on sait que je peux aller chez le généraliste et ça peut attendre le lendemain, ou est-ce qu'il faut que j'aille aux urgences
entre guillemets, pour une simple entorse? Si ça a craqué, qu'on n'arrive plus à marcher, qu'on a hyper mal, on va s'évanouir quand on appuie sur l'os, là, il faut aller aux urgences. On n'arrive plus à marcher, c'est qu'il y a potentiellement une fracture. Sinon, effectivement, on peut voir comment ça va le lendemain et voir le généraliste ou le médecin du sport. Et on ne peut pas encore voir le kiné directement, il n'y a pas d'accès direct pour l'entorse de cheville. C'est bien dommage, parce que... C'est dommage, non, mais en vrai, parce que la personne la plus compétente pour s'intéresser aux chevilles, alors il y a les médecins du sport évidemment, mais c'est le kiné. Moi je suis médecin pour généraliste. l'évaluation de la gravité, bien En sûr. fait, il y a des expérimentations qui sont en cours dans certaines zones en France aujourd'hui pour donner l'accès direct au kinésithérapeute dans certaines conditions, encadrées en relation avec des médecins. Mais c'est vrai qu'on va le voir arriver parce que c'est dommage d'encombrer les urgences aujourd'hui pour une simple entorse de cheville, comme vous disiez. Je pense que vous êtes plus compétent que les médecins qui... non mais sur ce domaine, voilà, sur certains médecins, non mais oui, les médecins du sport, je ne vais pas me cacher, mais globalement vous avez l'expertise. Et celui qu'on va voir ensuite, par la suite, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'entorse, c'est le kiné ensuite. On doit vous consulter même pour une petite entorse? Oui, tout à fait. Moi je pense que c'est une blessure qui est faussement bénigne aujourd'hui, qui est négligée par la majorité des gens, alors que ça peut entraîner des instabilités chroniques sur le long terme. Il peut y avoir une atteinte du cartilage avec des gonflements qui restent persistants après plusieurs mois. C'est la question de Joanne. Ça peut abîmer le cartilage. On peut abîmer le cartilage avec une entorse? Alors c'est rare, mais on peut abîmer le cartilage avec une entorse. C'est ce qu'on appelle les lésions de type LODA. LODA pour lésion ostéochondrale du dôme astragalien, du talus. On peut avoir tout à fait un petit arrachement du cartilage à cet endroit-là. Mais le risque principal, vous dites, c'est de faire des entorses à répétition, c'est ça? C'est quand on en fait une, on peut en faire 2, 3, 4, et il se passe quoi ensuite? En fait, le risque majeur de se faire une entorse aujourd'hui, c'est d'en avoir déjà fait une auparavant. Donc si vous avez déjà fait une entorse, le risque d'en refaire une est beaucoup plus important. Donc c'est très important d'aller consulter les professionnels de santé pour réduire le risque. Alain, il a 68 ans, il nous demande si les entorses chez les seniors peuvent être associées à des fractures. Est-ce que quand on vieillit, quand on se tord la cheville, on a plus de risque de se la fracturer? Oui, bien sûr. En fait, il y a plus de risque de fracture avec l'ostéopénie et l'ostéoporose. Donc, vigilance particulière chez les personnes âgées. On va plus facilement faire des examens complémentaires, radio, voire parfois scanner, si on a une forte suspicion sur certaines fractures. France nous demande si on peut marcher après une entorse de cheville. Dans la plupart des entorses, s'il n'y a pas de fracture, l'appui est préservé, même avec une botte orthopédique ou une attelle. Alors justement, cette attelle, on doit la porter combien de temps? Tout le temps, jour, Très bonne nuit? question. Alors la nuit, non, mais la journée, ça peut aller de 1 semaine sur des entorses bénignes à jusqu'à 6 à 8 semaines sur des entorses graves et notamment de rupture de plusieurs ligaments et des entorses internes de la syndesmose, qui est une entorse méconnue, parce qu'il n'y a pas que les ligaments externes qui peuvent... Oui, j'ai eu cette entorse grâce à Fort Boyard, de la syndesmose. Et c'est ça qui a nécessité une intervention chirurgicale. Et ça peut vite finir en chirurgie, malheureusement. Bah oui, j'ai fini en chirurgie, malheureusement. Sinon, c'était le risque d'arthrose, d'après le chirurgien. Merci à celui qui m'a opéré. On a cette question de Marc qui me dit justement, quand est-ce qu'on sait qu'on doit opérer d'une entorse de cheville? Alors, soit d'emblée, s'il y a une fracture, une syndesmose qui est complète, instable, soit très en différé, après la contention et la rééducation, si la cheville reste instable. Et qu'est-ce qu'il faut mettre comme chaussures quand on est à risque d'entorse? Alors, les chaussures l'expert, c'est Flavio, mais qu'on en a déjà une d'ailleurs. Les chaussures qui sont recommandées, notamment lors d'activité, ça va être les chaussures les plus proches du sol, donc très peu d'épaisseur et surtout des chaussures pas très molles dans l'épaisseur, puisque la mollesse va entraîner le pied, va créer une forme d'instabilité qui peut éventuellement induire une entorse. Et pour les chaussures de marche, on prend plutôt une chaussure qui monte haut quand on fait de la randonnée ou pas? Parce que ça, c'est toujours la question. On aimerait croire au fait qu'une chaussure haute nous protège. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de preuve scientifique qui montre que les chaussures hautes protègent vraiment des entorses. Donc, avec précaution, bien faire du renforcement, travailler la proprioception et l'équilibre, comme on va le voir juste après. Mais même une attelle ou une chaussure montante, en fait, ne protège pas. Voilà, les chaussures ne protègent pas tout. Par contre, les orthèses, en effet, ce qu'il est montré dans la science aujourd'hui, c'est que les orthèses peuvent réduire le risque d'entorse. Quand vous dites orthèse, c'est une chevillère? Vous parlez de quoi? Alors, c'est très variable dans la littérature, mais il semblerait que plus on soit maintenu avec une orthèse stable, moins le risque est important. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Voilà, par exemple, ça n'est pas le plus gros maintien que l'on voit à l'écran, mais il semblerait que ce genre d'orthèse puisse aider à réduire le risque, en effet, parce que des fois, c'est la seule façon de bien maintenir le pied. Quand vous faites, par exemple, des sports de contact ou des sports collectifs, par exemple, c'est la seule façon de bien maintenir le pied. Quand on se fait une entorse, on met du froid ou pas? On met de la glace? On met du froid, mais de façon limitée. Il faut arrêter de glacer pendant un mois. Ça ne sert pas à grand-chose. Qui glace pendant un mois? Ça m'arrive, les patients. Ça arrive, ils glacent tous les jours de façon très systématique. Parce que ça reste gonflé, justement. On en avait parlé. On sait que dans les premières 24 heures, c'est intéressant.
peut-être pendant 2-3 jours, mais au-delà, il n'y a pas d'effet bénéfique, sauf si ça nous aide vraiment à passer au-delà. Et le pansement alcoolisé, parce qu'on n'a pas forcément de la glace dans sa cabane, mais on a toujours du schnapps chez nous. Ça, alors, les pansements alcoolisés, tout type d'application de froid prolongé, on voit plus de dégâts sur la peau que de bénéfices, malheureusement. Donc, attention, il n'y a pas de bénéfice prouvé sur la récupération, mais attention à des brûlures cutanées. Et puis, on peut se faire mal à d'autres articulations si on soigne mal une cheville. Oui, tout à fait. C'est très intéressant puisque une cheville mal soignée peut entraîner des problèmes au niveau du genou et notamment des entorses au niveau du genou, du ligament croisé. Si la cheville ne remplit pas sa fonction, le genou peut être en porte-à-faux. Flavio, je vous propose qu'on aille faire quelques exercices à la fois d'évaluation de la cheville et de renforcement musculaire. Rim, vous nous accompagnez, vous faites la patiente témoin. Parce que finalement, quand on parle d'entorse de cheville, il faut déjà apprendre à l'évaluer pour ensuite la renforcer. Et donc, on va évaluer votre cheville, Rim, si vous êtes d'accord. Voilà, tout à fait. Un des premiers tests qu'on va faire avec les patients, ce sont l'évaluation des amplitudes et de la mobilité, notamment d'une mobilité qu'on appelle la flexion dorsale de cheville. Et pour ce faire, on utilise un test qu'on appelle la distance entre le gros orteil et le mur. Donc, normalement, c'est un test qui se fait face à un mur. Là, pour l'exemple, on va le prendre avec une chaise. Donc, Rim, vous allez vous approcher avec l'orteil juste en face ici du mur. On va considérer que c'est un mur. Hein. Comme ça, voilà, on va se rapprocher encore un tout petit peu. On va voir la distance qu'il y a entre le gros orteil et le mur. Et vous allez essayer de rapprocher le genou vers le mur. Jusqu'à ce que le talon derrière décolle. Là, on voit qu'il décolle déjà un tout petit peu, donc il faudra se ravancer un tout petit peu. Un peu moins, tout petit peu moins. Ah oui, c'est vraiment millimétrique. C'est très millimétrique. Et en rééducation, on va mesurer cette distance ici. Mais là, on cherche à savoir quoi, Flavio? Alors, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que la cheville plie bien dans cette amplitude ici-là? Est-ce que la cheville plie ici? Parce que si elle ne plie pas, s'il y a un manque d'amplitude, si par exemple Rim ne touchait pas le mur à cette amplitude-là, elle serait à risque de refaire une entorse de cheville. Et on compare par rapport à l'autre pied, du coup? Tout à fait. On comparerait par rapport à l'autre pied la distance qu'il y aurait, et il faudrait chercher à avoir la même distance au moins que de l'autre pied. Donc si la distance est trop importante, qu'il y a un écart trop important, ça veut dire qu'il y a un risque de récidive et donc il faut renforcer cette cheville. Alors c'est l'inverse, c'est s'il n'y a pas assez de distance, si le pied ne plie pas assez et que le gros orteil est trop proche du mur, alors il y a un risque de se le refaire. Par contre, si la personne a une très très bonne amplitude, a une grande distance entre le mur et l'orteil, alors on pense que c'est plutôt une bonne chose. Autre chose pour évaluer. Risque d'entorse, j'ai une petite amplitude. Alors, possiblement. Il faudrait comparer de l'autre côté, mais c'est pas impossible, en effet. Vous avez un autre exercice à nous proposer? Exactement. Donc là, on a identifié chez Rim un petit manque d'amplitude. Donc ce qui va être très intéressant, ça va être de travailler cette amplitude à la maison. Donc les kinésithérapeutes au cabinet vont travailler manuellement par des exercices, des choses comme ça aussi qu'on va rajouter au mouvement. Mais à la maison, pour maintenir les gains, Rim, on va mettre le pied sur la chaise. Et donc là, on a changé de pied, mais on travaillerait bien sûr le pied où il y a l'entorse. Et là, vous allez simplement essayer de diriger le genou vers la chaise sans lever, sans décoller le talon. Alors j'ai le jean, on va dire que c'est le jean. Vous voyez, en pratique, nous, en kiné, on va bloquer ici pour bien que ça travaille l'articulation qu'on souhaite. Donc là, c'est pas des renforcements musculaires, c'est juste la mobilité articulaire. Pour l'instant, on n'est pas du tout sur du renforcement musculaire. Il faut retrouver les amplitudes, et en particulier cette amplitude de flexion. Et ça, on le fait combien de fois par jour? Combien de temps? Ça va dépendre des patients et des niveaux, mais on prescrirait par exemple 3 à 4 séries de 10 à 15 mouvements maintenus plusieurs fois, maintenus plusieurs secondes par répétition, pour vraiment essayer de chercher de plus en plus d'amplitude dans cette direction et s'assurer que la distance entre le gros orteil et le mur est la même des deux côtés. Donc on a évalué la cheville, on a fait de la mobilité, on peut également faire du renforcement musculaire pour justement stabiliser cette cheville? Exactement, ça va être l'une des choses les plus importantes à faire, et le groupe musculaire qui pêche, qui fond le plus rapidement après une entorse, c'est le mollet. Et pour renforcer le mollet, nous allons faire des pointes de pied sur un step. Donc vous allez vous mettre comme ça face à un mur, juste sur le bord, sur le bord ici. Normalement, il faudra un step un tout petit peu plus haut. Et là, on va faire une série d'échauffements sur 2 pieds. Donc vous allez monter doucement jusque sur la pointe des pieds et redescendre. C'est important parce que là, Rim, elle a fait une impulsion. Exact, elle est allée un petit peu vite. Et on repart, on essaye de ne pas toucher en bas. Et c'est assez important de le faire lentement pour qu'il y ait un bon temps sous tension des muscles, pour que le muscle travaille vraiment. Ça travaille, Rim, là? Oui, et c'est pas si évident de se lever en tout cas.
Alors, il faut pas être trop sur la pointe des orteils, hein, vraiment mettre la tête des métatarsiens, juste un tout petit peu moins, peut-être l'équilibre est pas évident à trouver, mais voilà, juste la tête ici des métas, pas les orteils. Hein. Et évidemment, en progression, on ferait ça sur un pied pour faire travailler les muscles encore plus. Donc voilà, et on mettrait de la charge, etc. ensuite. Donc finalement, Dr Tchaïkovski, les exercices qu'on fait chez le kiné, c'est pas simplement d'y aller 1 ou 2 fois par semaine, c'est d'entraîner sa cheville. J'ai envie de dire presque tous les jours et presque toute la vie. Et oui, c'est de l'auto-rééducation. Et puis, il faut savoir que le programme, il évolue tout le temps, de semaine en semaine. Donc, on ne peut pas rester sur le même exercice pendant un mois. Il faut aller voir le kiné chaque semaine, en tout cas quel que soit l'âge, parce que souvent on se dit je suis jeune, je fais de la rééducation, mais si j'ai 65, 70, 80 ans, j'ai aussi intérêt à aller faire de la kiné. Et oui, c'est le seul traitement systématique obligatoire pour toute entorse, même bénigne. La kinésithérapie est obligatoire. Christelle nous demande combien de temps avant de reprendre la course à pied? Alors je ne suis pas spécialiste coureur, mais après avoir retrouvé les amplitudes, comme on l'a vu, retrouver la force, retrouver l'équilibre aussi, dont on n'a pas eu le temps de montrer l'exercice, retrouver la proprioception, qui sont 2 choses un tout petit peu différentes, et que la patiente peut faire une dizaine de sauts sur un pied sans douleur, alors elle peut reprendre la course à pied à faible vitesse et une alternance de marche et de course dans un premier temps. Donc voilà, on pourrait dire pour moi, en tout cas cliniquement, c'est mon critère. Juliette nous demande les critères pour reprendre le sport. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur en fait. Il faut que la cheville soit stable et pas de douleur. Exactement, stable, sans douleur. Et puis qu'on ait fait aussi des tests de reprise de terrain, c'est-à-dire les capacités à changer de direction, à faire des sauts sur un pied, à changer rapidement en fonction d'une information. Bien entendu, ça va dépendre du niveau sportif et de l'activité pratiquée par la personne. Exactement, même si on donne une idée, on peut dire 6 semaines ou 3 semaines, mais je dis toujours que ça dépendra de la progression en kinésithérapie, que le kiné fera un transfert de compétences avec les sauts, puis 1 minute de course, 1 minute de marche. Il va évaluer la capacité à reprendre. 1 an après mon entorse, j'ai encore mal, j'ai encore des douleurs. Je remercie la production de Fort Boyard encore une fois, même si c'est un super programme familial, hein, je ne vous oublierai jamais. Sarah nous demande d'où peuvent venir les douleurs persistantes après une entorse. On peut avoir des douleurs résiduelles? Et oui, malheureusement, il y a plein de choses possibles. Une entorse qui n'est pas rééduquée jusqu'au bout, avec la cheville qui n'est pas tout à fait stable, qui va continuer à être inflammée. Il peut y avoir des lésions de cartilage et on est passé à côté parce qu'on n'a fait qu'une radio et pas des examens en couple comme scanner ou IRM et qui sont là, qui font de l'inflammation. Il peut y avoir des inflammations de tendons parce que justement on n'a pas assez renforcé. Donc ce n'est pas normal, il faut aller consulter. Pour terminer, Alain nous demande si on garde trop longtemps une orthèse, ce dispositif pour tenir la cheville, est-ce que ça peut la fragiliser? Est-ce qu'on peut s'habituer? Il nous reste 15 secondes. L'objectif, bien sûr, c'est de s'en sevrer, que les muscles fassent bien leur travail, que le sens de l'équilibre aussi revienne. On a encore 5 secondes pour cette question. Quand on est rééduqué correctement, on ne doit plus la porter. Voilà. Ah, ça c'est le message, c'est quand on est bien rééduqué, on n'en a plus besoin. Tout à fait. Et ça conclut parfaitement cette émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Rim, Odile, Charlotte, merci d'avoir répondu également à nos questions et à éclairer nos téléspectateurs. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve très vite. Excellente journée sur France 5. À demain.